Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois la douce Réane Palagui pour parler des différentes causes de l'infertilité et des manières holistiques d'augmenter notre fertilité. Et oui, il n'y a évidemment pas qu'une, mais pas mal de raisons et de pathologies qui la perturbent. On parle d'ailleurs principalement des femmes car c'est la majorité de sa clientèle, mais on aborde les causes qui concernent les hommes également. Bah oui, mes petites couilles, je ne vais pas vous abandonner non plus. Quoi qu'il en soit, le stress reste quand même l'ennemi numéro 1, celui-ci étant trop présent dans nos vies. On est même accro, sans stress, on a parfois l'impression de s'ennuyer, biologiquement parlant, car il nous manque notre adrénaline quotidienne et la vie nous paraît plate. Je sais de quoi je parle, je ne suis pas quelqu'un qui a des addictions, sauf au stress. Et ça, on n'en parle pas. Stress junkie. Et oui, ça existe. On est sûrement beaucoup à l'être d'ailleurs. En tout cas, encore un épisode où on apprend des choses. J'espère qu'il vous plaira et surtout j'espère qu'il vous donnera des pistes, bien que ce sujet soit très vaste. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Cet épisode est divisé en deux. La suite la semaine prochaine. Bonne écoute! Bonjour Réane, je suis ravie de t'accueillir pour parler aujourd'hui de la fertilité des femmes et un tout petit peu des hommes, en fin de partie on va dire. Je voudrais avant qu'on fasse un petit rappel sur ce que sont les fausses couches et ce qui se passe dans le corps. Bonjour Léna, merci déjà de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Me Euh, too. et alors, les fausses couches dans le corps, en fait, c'est tout simplement un arrêt de la grossesse qui se fait en général dans les 5 premiers mois pour différentes raisons. Donc, ça peut être aussi parfois par des anomalies au niveau de la génétique de l'embryon. Ça peut être dû à certains facteurs de risque comme l'âge, comme le diabète mal contrôlé, des problèmes de thyroïde. Donc il y a de nombreuses raisons. Il faut savoir que ça concerne beaucoup de femmes, malheureusement, hein. On dit que jusqu'à 15% des grossesses identifiées finissent par une fausse couche. Donc Ah c'est quand ouais. même assez conséquent, malheureusement, et c'est pris en charge. Alors il y a des médecins qui vont enquêter, essayer de comprendre en fait les raisons des fausses couches. En général, après deux, trois fausses couches, en général une première fausse couche, c'est pas inquiétant pour un médecin ou un gynécologue. Donc en général, ce sera pris en charge un peu plus tard pour faire des analyses plus poussées et voir ce qui se passe. Mais c'est vrai que malheureusement, ça touche beaucoup de femmes. Ouais, et puis jusque 5 mois, tu dis, c'est énorme, c'est horrible. Alors Ouais, j'imagine ouais, que ouais. c'est plus rare, 4 mois ou 5 mois, mais quand même, c'est... Alors, il y a une grande majorité des fausses couches qui se font dans les 3 premiers mois, donc dans les 12 premières semaines de grossesse. Donc, en fait, on peut avoir des fausses couches à différents stades. On peut avoir des fausses couches très, très précoces. Et parfois même, en fait, il y a des femmes qui font des fausses couches sans même le savoir. Mm. Elles vont juste avoir, en fait, un petit retard de règles et puis des règles ce qu'elles pensent être des règles qui arrivent un peu plus tard, mais qui sont, en fait, des saignements dus à une fausse couche très, très précoce, qui a lieu, en fait, à 2, 3 semaines de grossesse. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Et c'est souvent lié à des défauts de l'implantation, en fait, à des problématiques au niveau de l'implantation de l'embryon. Et on a des fausses couches un peu plus tardives, et effectivement, on peut avoir des fausses couches jusqu'à 5 mois de grossesse, ouais, assez tard dans la grossesse. Ouais, bon alors il faut pas penser toujours à ça, hein. Ouais. Jusque 5 mois, tu sais le truc, faut tenir, mais c'est vrai qu'effectivement c'est bon de le savoir parce que 15% c'est quand même un bon petit chiffre. Quelles sont les causes et les pathologies courantes qui réduisent notre fertilité? Alors, il y en a beaucoup. Donc, on va avoir en fait des causes de différentes origines. On va avoir des causes d'origine plutôt mécanique, comme par exemple une obstruction des trompes. Donc, en fait, où du coup, on va pas pouvoir avoir la migration de l'ovule fertilisé au niveau de l'endomètre qui peut s'implanter. On va avoir des causes aussi liées à l'endométriose, par exemple, avec des adhérences, des inflammations qui vont venir aussi un peu bloquer les trompes ou causer des inflammations locales qui vont empêcher une bonne implantation de l'embryon. Et puis après, on va avoir des causes plutôt d'origine hormonale. Et là, il y en a beaucoup, et c'est surtout sur quoi on peut travailler en nutrithérapie. Donc, on va avoir par exemple le syndrome des ovaires polykystiques, avec souvent des défauts en fait d'ovulation, donc ce qu'on appelle l'anovulation, où clairement, s'il n'y a pas d'ovulation, il ne peut pas y avoir de fertilité, parce Ouais. que l'un ne va pas sans l'autre. On va avoir également des problèmes d'insuffisance ovarienne, où on va avoir en fait... alors, il faut savoir que les femmes, en fait, elles vont naître avec un nombre en fait de follicules définis à la naissance qui va ensuite se dégrader au fur et à mesure en fait de la vie avec les années.
Et certaines femmes peuvent avoir en fait des problèmes de stock en quelque sorte, où elles vont avoir un nombre de follicules assez réduit, ou alors des problèmes de maturation des follicules qui se transforment ensuite en ovules. Donc ça, c'est aussi un problème qui est assez fréquent et qui peut causer effectivement des difficultés à tomber enceinte. On va également avoir l'endométriose qui est très courante. Une femme sur 10 à peu près, on dit qu'il pourrait avoir de l'endométriose et qui va en fait affecter à la fois l'inflammation au niveau de l'utérus, donc des défauts d'implantation de l'embryon, mais aussi des problèmes d'ovulation, de qualité ovocytaire, donc de la qualité des ovules, qui du coup, s'ils ne sont pas qualitatifs, ne vont pas être fertilisés, parce que le corps est aussi intelligent. Alors on parle des fausses couches comme... C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez tragique et difficile, mais le corps est aussi intelligent et il a cette sagesse aussi de pouvoir mettre fin à une grossesse s'il pense que cette grossesse ne peut pas être menée à bout ou qu'il y a des problèmes liés à Ouais, l'embryon, etc. Donc il y a aussi cette sagesse un petit peu interne dans notre corps qui fait que le corps fait bien les choses, bien que ce soit difficile à vivre pour ces femmes-là. ouais. Et puis, on va aussi avoir d'autres déséquilibres hormonaux qui sont peut-être pas, de premier abord, liés au cycle ou à la fertilité, mais qui peuvent aussi avoir un impact. Donc, par exemple, notamment tout ce qui touche à la thyroïde, donc l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie. Donc, en fait, une thyroïde qui va travailler au ralenti ou alors travailler de manière accélérée, de manière un peu effrénée. Et dans les deux cas, en fait, on va avoir des conséquences sur la fertilité, sur l'ovulation, sur voilà, tout un tas de choses également. Donc voilà, en gros, les causes principales. Qu'est-ce que je pourrais mentionner d'autre? On a parfois, alors sans parler de diagnostic ou sans parler de maladie à proprement parler, on a d'autres déséquilibres qui peuvent aussi contribuer à une hypofertilité, donc une fertilité qui n'est peut-être pas optimale. On va par exemple avoir des déséquilibres au niveau de deux hormones qu'on appelle l'œstrogène et la progestérone. Donc quand on a un excès d'œstrogène par rapport à la progestérone, on peut avoir des difficultés également à tomber enceinte, une inflammation qui va être un peu plus importante, des problèmes liés à l'ovulation, ce genre de choses-là. On a d'autres causes encore qui sont encore une fois pas du tout apparentes. Par exemple, c'est assez intéressant et on en parle très peu, mais on sait que une femme qui a une maladie cœliaque, donc une allergie au gluten non diagnostiquée, va avoir plus de mal à tomber enceinte. Donc il y a À cause de l'inflammation ou... à cause de l'inflammation qui va être générée justement par la consommation de gluten, parce que elle ne sait pas qu'elle est cœliaque, donc elle va manger du gluten peut-être de manière quotidienne, ça Hmm. va générer une inflammation intestinale qui va ensuite avoir tout un impact en fait sur l'inflammation systémique, donc au niveau du corps, sur l'assimilation de nutriments. Donc souvent les femmes ou les hommes d'ailleurs qui sont cœliaques et qui ne sont pas diagnostiqués vont être carencés parce qu'en fait ils ne peuvent pas absorber les Ouais. nutriments des aliments. Donc ces différents facteurs-là vont effectivement jouer sur la fertilité. Et il y a des études à la fois sur les hommes et les femmes d'ailleurs, j'aurais dû le mentionner, qui parlent de maladies cœliaques non diagnostiquées et de l'impact que ça a sur la fertilité. Donc, Oui, ça ne concerne pas que les femmes quand on est cœliaque, hein, bien sûr. ouais, tout à fait. Et même pour la fertilité, ça impacterait aussi la qualité des spermatozoïdes pour les hommes. Donc voilà, donc s'il y a suspicion de maladie cœliaque, si on tolère mal le gluten ou qu'il y a des problèmes au niveau intestinaux, des problèmes de digestion, d'assimilation, c'est vrai que ça vaut le coup. Et certains médecins, alors c'est pas forcément tous, mais en général, les gynécologues qui se spécialisent en fertilité ou dans les cliniques de fertilité, c'est des investigations qu'ils peuvent faire également, qu'ils peuvent prescrire pour justement diagnostiquer la maladie cœliaque. Ouais. Donc voilà. Et puis une autre raison qui n'est pas liée encore une fois à une maladie, mais c'est plus une pratique, on va dire, qui peut affecter la fertilité et qui est très commune, c'est la pilule contraceptive qui est prescrite un petit peu à tout va, à de Un petit peu? nombreuses... Are you Ouais. sure? Un petit peu? Bah, ouais. Oui, t'as essayé d'être gentil, J'ai mais bon, essayé, la ouais. réalité est Mais différente quand même. malheureusement, voilà, qui est prescrite à de nombreuses personnes, à de nombreuses adolescentes, à qui on n'explique pas du tout, en fait, Complètement. l'impact que ça peut avoir sur leur fertilité ou sur leur corps de manière générale. Et moi, ce que je vois en consultation, par exemple, c'est beaucoup, beaucoup de femmes qui sont dans la trentaine, en fait, qui ont pris la pilule pendant 10-15 ans et qui aujourd'hui, en fait, doivent gérer les dégâts causés par cette pilule et apprendre à se reconnecter à leur corps, à leur cycle, etc. Donc, Complètement, mais c'est ça, hein, ça, complètement c'est vrai que c'est déconnecté. quelque chose qui est assez, ouais. Et surtout que quand on sait, c'est assez effrayant quand on voit les chiffres, mais il y a à peu près 50% des prescriptions de pilules contraceptives qui sont faites pour autre chose que la contraception, c'est-à-dire Oui, qui peuvent être faites pour l'acné, pour les problèmes de règles douloureuses, qui peuvent parfois cacher une endométriose, pour voilà, d'autres problématiques. Donc c'est assez effrayant et en fait la pilule contraceptive, c'est une contraception. Donc la manière dont ça va fonctionner pour résumer et imager ça, c'est que ça coupe un peu la connexion entre les ovaires et le cerveau. ouais.
pour éviter qu'il y ait une ovulation et une fertilité qui soit présente, bien sûr. Donc, forcément, quand on arrête la pilule, et ça va dépendre des femmes, ça va dépendre de la durée de la prise de pilule, ça va dépendre du type de pilule, enfin, de plein de facteurs différents. Mais ce que ça va faire, c'est qu'en fait, parfois, le corps en fait, a besoin de temps pour recréer cette connexion entre le cerveau et les ovaires. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui souffrent de cycles réguliers, voire absents, après l'arrêt de la pilule. Ça, je le vois très souvent en consultation. Ou même que les règles reviennent, il faut du temps généralement aussi. Tout à fait. Bah, j'ai déjà eu des personnes pour qui ça a pris plusieurs années, en fait. Ouais. Ils viennent me voir après plusieurs années sans règles, sans cycle, parce qu'elles ont pris la pilule et qu'elles n'ont pas réussi à retrouver ça. Mais je pense Donc, qu'il y a aussi vraiment ce lien, justement, cerveau, ovaire. Il y a aussi cette connexion au corps qu'il faut retrouver, que je pense qu'il peut, si tu travailles dessus, ça peut revenir à mon avis plus rapidement. Mais ça, c'est tout un processus qui n'est pas vraiment développé dans nos sociétés occidentales, non, mais bon. pas du tout. Et puis, il y a le côté aussi un peu émotionnel. Quand pendant des années, tu dis à ton corps que tu ne veux pas qu'il tombe enceinte, en fait, que tu ne veux pas tomber enceinte, bah après, en fait, qu'est-ce que tu indiques à ton corps en arrêtant la pilule et comment est-ce que tu refais la paix avec cette fertilité, en quelque sorte, que tu as Complètement. mise de côté pendant des années. Tu vas sans jugement aucun, hein, mais c'est forcément quelque chose là, qu'il faut aussi prendre en compte. Et puis après, tu as, aussi l'aspect où la pilule contraceptive, en fait, par son mode de fonctionnement, va aussi réduire les stocks de certains nutriments. Des nutriments comme la vitamine du groupe B, comme le Ouais. magnésium, le zinc, des choses qui sont justement essentielles pour pouvoir avoir une bonne fertilité, un cycle équilibré et tomber enceinte. Donc en fait, il y a tout un travail post-pilule voilà, de travail de fond, en fait, de corriger les carences, de rééquilibrer tout ça pour pouvoir ensuite favoriser une meilleure fertilité. Donc c'est tout un chantier, en fait, post-pilule qu'il faut mettre en place, malheureusement. Ouais, mais c'est quelque part aussi un beau chemin pour se retrouver, se connecter à cette partie voilà, féminine, tu vois. Il y a tout un travail aussi dessus, même s'il y a du challenge, hein, je comprends. Et c'est vrai que c'est marrant parce que par rapport à tout ce que tu nous dis, il y a énormément effectivement de causes et de pathologies courantes. Mais ce qui est bien, c'est que la première étape, c'est effectivement de s'en rendre compte et de savoir quel est le problème. Bien sûr, c'est quelle est Ouais, la source, toujours la même tout chose. à fait. Et chaque source, voilà, il y a plein de sources, ça peut être vraiment différent. Donc je trouve ça plutôt rassurant parce qu'en fait, quand on sait déjà ce que c'est, bah, on peut peut-être travailler dessus. Donc voilà. Ah non, mais il y a énormément de choses à faire et je pense que c'est pas quelque chose qui est forcément communiqué. Les femmes ou les couples de manière générale, hein, quand on pose un diagnostic d'infertilité, quand on utilise ce terme-là hein, dans un cabinet médical, tout de suite il y a tout qui s'effondre pour ces couples-là et ils peuvent avoir l'impression qu'il n'y a rien à faire en fait, ou qu'il faudra forcément faire suivre un parcours de PMA, faire une FIV ou voilà faire ou prendre des traitements médicaux, ce genre de choses, alors qu'il y a énormément de choses à faire et ça, Mm. je le vois tous les jours. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'espoir, tout à fait. Ouais, ouais, tant mieux, c'est bien. Pourquoi le SOPK est la cause numéro un d'infertilité? Alors, c'est la cause numéro un d'infertilité, tout simplement parce que c'est un syndrome qui va en fait affecter l'ovulation. C'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup de femmes, alors c'est pas toutes encore une fois, hein, mais de nombreuses femmes qui souffrent de SOPK ne vont pas ovuler, ne vont avoir ce qu'on appelle des cycles anovulatoires, parce qu'on peut avoir ces règles sans avoir d'ovulation. Souvent, on pense que quand on a ces règles, c'est qu'on a ovulé, c'est pas du tout le cas. Et souvent, ces femmes, parfois d'ailleurs, n'ont même pas leurs règles, ou alors ont des cycles très irréguliers, très longs. Et donc, s'il n'y a pas d'ovulation, concrètement, hein, il n'y a pas moyen de tomber enceinte. C'est aussi simple que ça. Donc, souvent, la première étape quand on a un SOPK, c'est de remettre en route cette ovulation de manière régulière pour favoriser une bonne grossesse. Et puis, pour la petite anecdote, c'est que moi, la première cliente que j'ai vue en fait en consultation après avoir reçu mon diplôme, donc ça remonte en 2018, c'était une femme qui souffrait de SOPK, qui avait justement effectivement des cycles très très longs, très irréguliers depuis une dizaine d'années en fait. Et la seule solution qu'on lui avait proposée à l'époque, c'était de prendre la pilule, ce qui est un peu ironique. Et donc, en fait, on avait fait un travail de fond ensemble pendant quelques mois. Et puis, elle a réussi à réguler ses cycles, à retrouver des cycles réguliers d'une trentaine de jours, alors qu'ils étaient longs de plusieurs mois, en fait, auparavant. C'était vraiment un cas assez impressionnant de Ouais. SOPK. Et en fait, elle est tombée enceinte quelques mois après, sans même essayer, parce qu'en fait, elle n'utilisait même plus de contraception. Elle s'était dit que dans tous les cas, comme elle n'avait pas de cycle, Mm. ça servait à rien. Et puis pendant des années, elle s'était pas protégée, elle n'était pas tombée enceinte. Et en Ouais. fait, quelques mois plus tard, elle est tombée enceinte et elle était très heureuse d'ailleurs. Et Mm. donc voilà, c'est un exemple même, tu vois, qu'on peut on peut changer des choses, on peut mettre en place des changements au niveau de l'alimentation, de l'hygiène de vie et Ouais. retrouver une Il y a des fertilité. Et solutions, en tout cas, on peut tout à tester. Il y a fait, pas mal de choses à tester avant de. Ouais, 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 je suis d'accord. ouais, tout à L'espoir fait. fait vivre, en tout cas. Pourquoi l'endométriose peut affecter la fertilité? Il me semble d'ailleurs à hauteur de 30 à 40%, je crois. Ouais. C'est tout à fait ça. Alors,
30 à 40%, ça paraît énorme, mais ce que j'ai envie de dire à ces femmes, parce que c'est une maladie qui est quand même très difficile à vivre, hein. Parce que quand on a une endométriose, ce qu'on dit en général, c'est qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de remède, il n'y a pas, à part les opérations pour enlever les lésions, etc., il n'y a pas vraiment de remède qui a été trouvé jusqu'à présent. Donc 30 à 40%, ça paraît énorme, mais ça veut Ouais. dire aussi que 60 à 70% des femmes n'ont pas de problème pour tomber enceinte. Donc je tiens Tu vois juste le à verre dire à moitié ça. plein ou à moitié vide? Non, mais il faut parce que voilà, quand on me pose un diagnostic d'endométriose, moi je le vois en consultation, j'ai des femmes qui sont vraiment déprimées parce qu'elles pensent qu'elles vont vivre avec ça toute la vie. Ouais. Et puis on leur dit aussi, on leur parle tout de suite de fertilité, et donc tout de suite ça fait peur en fait. Donc voilà, c'est quand même un chiffre impressionnant, mais il y a de l'espoir. Et là, les mécanismes alors sont plus complexes. Alors déjà, il faut savoir que l'endométriose, c'est une maladie complexe en soi, dont on comprend peu de choses encore aujourd'hui. On ne sait pas exactement pourquoi ça survient, comment, etc. Il y a des choses qu'on a identifiées. On sait qu'il y a de l'inflammation, on sait qu'il y a parfois des dérèglements hormonaux, mais pas toujours. On sait qu'il y a un caractère un peu immunitaire, inflammatoire. Donc il y a des choses comme ça qu'on a identifiées. Et d'un point de vue de fertilité, la première cause, c'est plus une cause mécanique, c'est que quand on a de l'endométriose, on peut parfois avoir ce qu'on appelle des adhérences. Donc c'est un tissu en fait fibreux comme une toile d'araignée, tu vois, qui Mm. va en fait se loger, parfois s'attacher aux ovaires, aux trompes, à l'utérus. Et donc forcément, qui dit adhérence dit une perte de mobilité en fait des organes reproducteurs, et aussi une inflammation qui fait que ça peut parfois bloquer les trompes, donc bloquer la migration de l'ovule au Ouais. niveau vers l'utérus, que ça peut causer des problèmes au niveau de l'ovulation. Donc on sait par exemple dans le cadre des FIV que les femmes qui ont, qui ont de l'endométriose vont avoir moins d'ovules en fait récupérés lors de la ponction par rapport à des femmes qui n'ont pas d'endométriose. Donc il y a aussi en fait une qualité de l'ovulation qui va être affectée par l'endométriose. Mm. Ensuite, cette inflammation qui est en général générée, qui est assez impressionnante hein, avec l'endométriose, il y a, pardon, il y a un excès de ce qu'on appelle les prostaglandines, qui est une molécule en fait produite par le système immunitaire. Et donc les femmes qui ont de l'endométriose produisent beaucoup plus de prostaglandines que des femmes qui n'ont pas d'endométriose. Et ces prostaglandines, par exemple, elles peuvent aussi inflammer en fait l'endomètre, donc cette muqueuse dans l'utérus, hein, cette petite couverture que l'utérus prépare chaque mois pour accueillir un embryon. Et donc forcément, s'il y a une inflammation, l'embryon va avoir du mal à s'implanter. Donc il peut y avoir des problèmes, tu vois, au niveau de l'implantation, au niveau de la migration de l'ovule, au niveau de l'ovulation. Donc il y a plein, voilà, c'est assez complexe et plein de facteurs différents qui peuvent jouer. Mais c'est vrai que ça peut effectivement avoir un impact sur la fertilité. Et puis après, il y a aussi le facteur traitement médicamenteux ou pilule, parce que souvent les Mm. femmes qui prennent de l'endométriose, on va parfois les mettre sous ménopause artificielle ou alors leur prescrire la pilule contraceptive. Et donc forcément, là, c'est un peu la même histoire que ce qu'on mentionnait auparavant, c'est qu'il y a tout un chantier après à faire post-traitement pour rééquilibrer les choses. Alors parlons un petit peu du stress, puisque l'on sait que ce petit stress perturbe énormément le bon fonctionnement de l'organisme, mais concernant l'infertilité, comment il agit? Bon, pas en positif, hein, ça c'est sûr. Oui, pas en positif. Alors déjà, j'aimerais déculpabiliser les couples qui sont concernés parce que souvent, ce qu'un couple qui traverse une épreuve d'infertilité va entendre, c'est arrêtez de stresser, ça va arriver. Ou alors, je connais telle amie, quand elle a arrêté d'y penser, c'est arrivé tout seul, etc. Et ça, c'est hyper culpabilisant parce qu'en fait, tu remets un peu la faute sur la personne et puis elle se dit, bah mince. Et clairement, quand un couple essaie d'avoir un bébé, clairement, ils vont y penser. C'est difficile de ne pas y penser quand Bah bien tu es sûr. en train de travailler activement pour un but précis. Après, effectivement, le stress, quand il est chronique, quand il est assez intense, quand il est mal géré, ça peut avoir un impact sur la fertilité, notamment parce que, alors c'est très simple, il faut savoir que le stress va être perçu comme par le corps comme une situation un peu de survie, une situation de danger de mort en fait. Et donc dans cette situation de survie, le corps va donner la priorité aux fonctions les plus vitales, c'est-à-dire la respiration, le cerveau, le cœur, pouvoir en fait irriguer les muscles, etc., pouvoir se défendre, hein, se battre ou fuir par exemple. Bah Et bien donc sûr. la fertilité, la reproduction n'est pas considérée comme une fonction vitale. En fait, concrètement, on n'a pas besoin de tomber enceinte pour survivre. Donc ça va être mis en fait de côté comme quelque chose de secondaire et Ouais. ça va être mis au repos. Donc effectivement, il y a un impact comme ça. Alors pour rentrer plus dans les précisions, ça va se faire de différentes manières. Donc, il va y avoir aussi donc une anovulation. Donc, en fait, l'ovulation va être stoppée en cas de stress. Il y a aussi ce qu'on appelle un phénomène assez intéressant qui s'appelle le vol de la prégnénolone. Donc, la prégnénolone, c'est une hormone, c'est un peu l'hormone mère qui va en fait ensuite être convertie en cortisol, en oestrogène, en progestérone, en testostérone. Donc, c'est en fait un peu de cette hormone-là que partent toutes les autres hormones. Et en situation de stress, la prégnénolone va être dirigée vers le cortisol, donc pour la production de cortisol en priorité
Donc le cortisol, c'est l'hormone du stress, Mm. au détriment justement de toutes les autres hormones sexuelles pour le cycle, la reproduction, etc. Ouais. Donc il y a ce phénomène très scientifique aussi qui a lieu. Mais encore une fois, on parle ici du stress chronique, mal géré. C'est normal d'avoir un petit peu de stress au quotidien, hein. On ne peut pas vivre une vie zen. Ah, puis c'est utile, euh, le stress est utile aussi, hein, oui, il y a une c'est fonction, utile, donc tout à ouais. fait, effectivement. Donc voilà, il faut juste apprendre à le gérer et pas que ça prenne le dessus sur le reste, en fait. Donc ça, c'est après à chaque individu d'identifier, en fait, à quel niveau ils en sont et ce qu'ils peuvent faire pour pallier à tout ça. Mais Ouais. donc voilà, effectivement, ça a un impact assez direct sur la fertilité. Mais c'est quand même marrant parce que mine de rien, effectivement, des fois, le stress, quand il se déplace et quand il est plus focalisé sur le fait de ne pas avoir d'enfant, eh ben, c'est effectivement souvent là où les femmes tombent enceintes. On me racontait l'autre jour, c'était ma mère qui me racontait ça, que c'était un couple qui n'arrivait pas du tout à avoir d'enfants. Et un jour, en fait, bah, ils ont eu des problèmes d'argent. Et du coup, elle était focalisée sur ses problèmes d'argent et elle est tombée enceinte à ce moment-là. Donc, quelque part, c'était le pire moment parce qu'ils avaient des problèmes d'argent. Ouais, Mais ouais. l'enfant est venu. Tu sais, il y a toujours des trucs comme ça. C'est assez marrant quand même. Il y a une petite ironie, des fois, je Oui, trouve, dans alors les après, c'est histoires. c'est vrai qu'il y a tout un facteur émotionnel, psychologique aussi à prendre en compte par rapport à la fertilité. Et là, je Ouais. pense que je suis peut-être pas la meilleure placée pour en parler parce que c'est pas mon expertise. Mm. Mais effectivement, il y a un côté voilà, émotionnel, psychologique à prendre en compte. Après, dans le cas de ce couple-là dont tu parles, bah, certainement que ces problèmes d'argent-là les ont stressés également. Donc le stress était toujours présent. C'est Ouais. juste qu'il était diverti, il était voilà, C'était plus la dirigé, même source. voilà, redirigé vers autre chose. Donc, en soi, le stress, voilà, j'ai plein d'exemples autour de moi avec mes clientes aussi, de femmes enceintes qui sont tombées enceintes sans souci pendant les périodes de stress. Donc, c'est pas le plus gros problème en soi. Mais Ouais. après, effectivement, peut-être que le fait de lâcher prise, d'accepter les choses, c'est peut-être ça, en fait, la clé, plus que There. d'être zéro stress, quoi. Parce que ça, Je... c'est pas Exactement. possible. Parce que le contrôle, c'est du stress, effectivement. Et je pense que ça, c'est un super point. Ouais, ouais, bien sûr. Quelles sont les substances reprotoxiques et quel est leur impact? Alors, il y en a beaucoup, parce que malheureusement, on vit dans un monde un peu toxique, entouré de produits chimiques, de molécules chimiques créées par l'homme qui n'ont rien à faire ici et qui malheureusement ont un impact assez délétère sur notre santé. Alors il y en a énormément, on pourrait en citer des dizaines et des dizaines, mais je vais vous concentrer sur les plus importantes et celles sur lesquelles vraiment on peut venir travailler et réduire notre exposition. La première, c'est les pesticides. C'est tout simple, mais en fait, on ingère des litres et des litres de nourriture au quotidien. Et concrètement, quand on est exposé à des pesticides via l'alimentation, ça a un gros impact sur l'organisme parce que là, c'est une ingestion qui se fait par voie orale qui est directe. Et on le sait, il y a de nombreuses études qui parlent de l'impact des pesticides sur la fertilité à la fois féminine et masculine, notamment sur la quantité et la qualité des spermatozoïdes, par exemple. Donc c'est vraiment un premier aspect sur lequel il faut venir travailler. Alors il y a toujours l'aspect du budget aussi qui revient parce que forcément, de manger tout bio, c'est pas toujours facile. Moi, ce que je recommande souvent, c'est de prioriser. En fait, il y a des choses des légumes, des fruits qui ne sont pas exposés aux pesticides, dans lesquels en fait on ne va pas utiliser forcément de pesticides, donc il n'y a pas besoin de les acheter en bio. Euh, Justement, il y a d'autres les fruits et légumes qui eux sont extrêmement exposés et pour lesquels il faut vraiment prioriser le bio ouais, de préférence. C'est le Dirty Dozen et les Clean 15 ou Clean... c'est Oui, ça, hein? alors c'est ça. Alors il y a cette liste qui existe qui vient un peu des États-Unis, mais après en fait en France on a d'autres ressources. Alors si je ne dis pas de bêtises, je crois que UFC Que Choisir a une liste sur son site des analyses qu'ils font sur les fruits et légumes régulièrement et en fait ils mettent justement le taux de pesticides qu'ils ont trouvé selon leurs tests, etc. Donc il y a moyen de consulter ça. Et après au-delà des fruits et légumes, il y a aussi d'autres catégories d'aliments qu'on oublie parfois. Donc par exemple tout ce qui va être épices. Mm. Le thé, le café, c'est des choses qui sont extrêmement exposées aux pesticides. Les produits laitiers, pour ceux qui en consomment, les viandes manière générale, les produits animaux, parce qu'en fait, si les animaux ont été nourris avec des graines aspergées de pesticides, c'est des choses qu'ils vont ingérer, qui va se retrouver dans leur chair, en fait, dans leurs muscles, et qu'on va ensuite consommer via la consommation de la viande. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et je dirais que l'idée, c'est vraiment de prioriser, de pas forcément tout acheter bio du jour au lendemain si on n'a pas les moyens ou que c'est une source de stress, parce qu'encore une fois, l'idée, c'est pas de se stresser pour rien, mais par exemple, voilà, de voir un peu ce qu'on consomme au quotidien et ce qui pourrait être le plus intéressant à changer pour du biologique de qualité. Ouais. Donc, Et alors, substance reprotoxique, ça veut dire quoi exactement? Parce que alors, je pense que c'est un terme pas connu pour les gens. ouais, c'est des substances donc de différentes sources qui vont en fait avoir un effet néfaste sur la reproduction et qui vont être toxiques en fait pour l'appareil reproducteur à la fois masculin ou féminin. Donc, Repro toxique. Voilà, c'était tout voilà, bête. Mais bon, mon comme ça insomnie l'indique. fait que... Donc ça inclut par exemple aussi tout ce qui est perturbateur endocrinien. Ouais. Par exemple tout ce qui est les parabènes, les phtalates qu'on va retrouver dans des aliments, dans des ustensiles de cuisine, ce genre de choses-là. Mais ça inclut aussi par exemple tout ce qui est les ondes électromagnétiques ou la radiation ou ce genre de choses-là qui sont en fait toxiques pour la reproduction tout simplement.
Ouais, on va en parler. Donc voilà, pesticides, perturbateurs endocriniens, tout ce qui est a priori toxique hein, pour notre environnement interne. Mais justement, là, évidemment, on connaît de plus en plus la manière d'éviter un peu les perturbateurs endocriniens dans notre environnement extérieur et intérieur. Mais est-ce qu'il y a des erreurs que l'on fait sans le savoir? Bah, je dirais que la première erreur, c'est certainement de tomber un peu dans les pièges justement du greenwashing, parce qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus, alors c'est une bonne chose, mais à côté de ça, on a aussi beaucoup d'industriels, de marques qui prennent un peu profit de tout ça et qui vont bah, créer de nouveaux produits sans phtalates, sans ceci, sans BPA. Et parfois, on peut se dire, ah bah, justement, c'est sans BPA, je peux le prendre, alors que non, il y a peut-être d'autres produits qui ont été utilisés pour le remplacer qui sont aussi toxiques. Donc l'idée, c'est vraiment de voilà, de pas tomber dans ces pièges-là, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un gros, gros marché aussi. Ouais. Hein, tout ce qui touche au green, tout ce qui est écologie, tout ce qui est bio, etc. Donc parfois il y a des pièges. Par exemple pour l'exemple du BPA, donc ça a fait un peu scandale il y a quelques années, hein, tout le monde en a parlé, donc toutes les marques ont arrêté d'en utiliser. Mais par exemple pour tout ce qui est les poêles anti-adhésives ou les casseroles anti-adhésives, bah, ils ont remplacé le BPA par d'autres choses, donc, C'est ça, le qui problème, sont c'est qu'on remplace meilleures. pas par des choses qui sont meilleures Exactement. finalement. Et parfois, c'est même pire parce que dans le cas du BPA, les nouveaux composants qu'ils utilisent en remplacement, en fait, on a découvert qu'ils étaient encore plus toxiques que le BPA à la base. Donc, Oh là 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 tu là là vois, là. donc voilà, vraiment d'être dans le bon sens et puis de revenir sur des choses simples, tu vois. Donc, pour tout ce qui est ustensiles de cuisine dans la cuisine, revenir à des matériaux nobles, en fait, comme nos arrière-grand-mères utilisaient, des casseroles en fonte, des Enfin, casseroles en... ça colle un peu, hein. Bordel, oh là là. Il faut ça, il y a un savoir-faire, écoute, hein. Ah ouais, non mais alors des fois j'essaye, mais heureusement j'ai mon vitaliseur. Mais oh là là, D'accord. mais quand ça colle à nettoyer, c'est un peu chiant. J'avoue que des fois, j'ai une petite poêle, tu sais, qui est classique. Alors je pense pas qu'il y ait du. Je sais même pas en quoi elle est faite, mais alors elle est très bien. J'avoue, je suis là, oh, dirty Lena, mais tant pis, j'ai pas le temps de nettoyer comme ça. Non, en fait, il y a un savoir-faire. C'est clair que c'est pas la même utilisation que les poêles Et anti-adhésives puis où c'est tu mets lourd, ton attends, quand truc. t'as des mini poignées, moi ça Ouais, me les pète. Va faire la ouais. Bah, vaisselle avec ces trucs en si fonte là. tu fais de la muscu en même temps, Ah c'est bah oui, bah super. c'est clair, mais bon, moi, ça me pète Pas les besoin d'aller joints à là. la salle. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est pas la même chose. Moi, à titre personnel, par exemple, j'ai une poêle anti-adhésive, mais que j'utilise vraiment pour les choses de manière très occasionnelle, quand j'ai pas d'autre choix ou quand j'ai vraiment pas le temps ou voilà. Première Quand de la classe, pour dites des donc, raisons la petite Réane. X ou Y, bah, écoute, hein, on a dit qu'on était honnête. Oui. Donc voilà, j'en ai une que j'utilise, mais très rarement. Après, pour la cuisine au quotidien, vraiment de favoriser tout ce qui est inox, donc acier inoxydable, tout ce qui est fonte, tout ce qui est voilà, céramique, ce genre de choses-là. Et puis le verre aussi, par exemple, pour tout ce qui est plat au four, plutôt que des plats aussi anti-adhésifs. Et puis pour les ustensiles, bah, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui utilisent des ustensiles en plastique. On a des alternatives en bois ou en acier qui sont très bien Complètement. aussi. Donc, Ouais. euh, donc voilà, vraiment tout ce qui est je dirais que s'il y a un endroit où on peut se concentrer pour réduire les perturbateurs endocriniens, c'est vraiment la cuisine et la salle de bain parce que c'est les endroits où il y a le plus d'exposition, tout simplement. Ouais. La Ouais. cuisine en priorité parce que c'est là qu'on va cuisiner, qu'on va vraiment ingérer ces perturbateurs-là. Et puis la salle de bain aussi, notamment pour les femmes qui sont d'autant plus exposées aux perturbateurs endocriniens, notamment par rapport à tout ce qui est cosmétique, crème pour le corps, soins pour le corps, etc. On est plus exposé que les hommes en général. Donc il faut faire d'autant plus attention à ce Ouais. niveau-là. Ouais, et c'est marrant parce qu'effectivement, moi, quand j'ai arrêté la pilule et que du coup ma peau était devenue mais catastrophique au bout de 9 mois, c'était vraiment une horreur, hein. J'avais des kystes énormes. Je me suis dit, bah, vu que ma peau elle va pas bien du tout, enfin, tu vois, c'était bah, la détox un peu. Je me suis dit, autant que je change ma routine à ce moment-là, parce que de toute façon, c'est déjà catastrophique. Et Oui, donc, j'ai ouais. changé pour des marques, tu sais, du genre de la poudre minérale Lily Lolo, des trucs comme ça. Je garde quand même. Alors, c'est ça, je trouve maintenant, j'ai trouvé une flexibilité, c'est-à-dire que je fais vraiment des efforts la plupart du temps. Mais par exemple, mon mascara, c'est Yves Saint Laurent parce il fait des cils un peu plus épais, j'aime bien, puis ça sent bon. Donc, bon, bien sûr, c'est du parfum, c'est pas terrible. Et pareil, les masques. Alors, moi, les masques, j'ai jamais trouvé un masque pour les cheveux qui marche bien. Ça me saoule, du coup, je prends du Balmain qui sent vachement bon. Donc, tu vois, avec ma soeur, des fois, on est là, ah, tant pis, naturel pour les masques. Mais effectivement, je suis d'accord que, grosso modo, il faut faire des efforts. Il y a quand même des produits maintenant qui sont super. Des Oui, marques, ouais. tu sais, qui proposent des trucs très, très bien. Mais bien sûr, c'est un effort. Et puis, bah, ça fait aussi plaisir de se faire plaisir et de sentir bon des cheveux, par exemple. Bah, en plus, c'est très bien l'exemple que tu donnes avec le mascara. C'est souvent l'exemple que je donne en consultation. Le mascara, concrètement, tu le mets sur tes cils. C'est pas forcément exposé sur ta peau. Il y a pas... Bah, c'est une toute petite quantité. Donc, concrètement, oui, tu peux utiliser un mascara classique. Je pense que ça aura très peu d'effet. Alors qu'au contraire, par exemple, une crème que tu vas mettre sur tout ton corps dans sa globalité ou quelque chose que tu vas appliquer, que tu vas vraiment laisser reposer pendant un certain temps sur ta peau ou autre, là, ça peut avoir plus d'effet. Ou les déodorants, par exemple, tu vois. Donc, il Ouais. y a toujours une question de priorité, en fait. Peu importe ce qu'on fait, il n'y a pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Et je pense que parfois, ça fait un peu peur quand on commence à Ouais. regarder des listes sur Internet, qu'on se dit mince,
que je change ceci, cela, etc. Donc littéralement, vider toute la maison et la remplir à nouveau avec des produits qui sont souvent plus chers aussi, il faut en parler, bah, ça fait peur. Et donc, je pense que en plus, dans ce contexte de fertilité, où souvent les couples et les femmes ont 5000 choses à gérer auxquelles elles essaient de penser, c'est aussi culpabilisant. Donc voilà, toujours revoir ses priorités et puis se concentrer sur les choses principales, sur deux, trois trucs à chaque fois, c'est une bonne approche, je pense. Exactement, ouais, parce que c'est jamais facile de sortir de ses habitudes. Ça peut, ce qu'on appelle déclencher des triggers, hein, donc des émotions Tout à fait. pas simples. Donc il y a les mollo-mollo, tout en gardant aussi à l'esprit que, bien sûr, on fait des efforts, mais qu'on reste humain et que voilà, on a tous nos petites envies. Petite question par rapport à l'eau. Toi, plus eau du robinet ou en bouteille? Alors, je suis plus eau du robinet, mais filtrée. Donc moi, j'utilise à titre personnel un filtre qui s'appelle Berkey. C'est un filtre bah, donc en fait, c'est deux boîtes comme ça en acier inoxydable avec donc la boîte au-dessus qu'on remplit d'eau, deux filtres en charbon, mais alors bien plus Oui, il n'y a pas que du complexe. charbon, hein. J'ai pareil à la Ouais, maison, je sais pas, il y a 5 trucs qui, je sais et, plus non et plus. puis même le filtre en charbon, en fait, il est beaucoup plus complexe. C'est toute une structure qui est différente par rapport au petit charbon qu'on va acheter dans des magasins bio ou ce genre de choses. Et ensuite, l'eau s'écoule dans la partie basse et on a de l'eau qui est filtrée. Et c'est un filtre qui est très bien, qui est à la fois économique et écologique selon moi, donc qui rassemble pas mal d'avantages à ce niveau-là. Petite question par rapport à ces filtres du coup à charbon, est-ce que ça filtre pas aussi certains minéraux? Est-ce que boire que du Berkey, c'est pas finalement, tu vois, est-ce qu'il y a des conséquences ou pas? Non, alors normalement ça filtre pas tous les minéraux, ça en laisse quand même passer certains, c'est pas du tout un souci. En fait, la filtration en fait va filtrer certaines molécules selon la taille des molécules, etc. Et les minéraux normalement passent sans problème. Donc D'accord, ok. ouais. Donc Ouais, ouais. c'est pas un souci. Après, il existe différents types de filtres et je pense que ça va aussi dépendre Ce qui est possible des chez toi. personnes, ouais, du budget, parce que clairement, c'est aussi un budget, un filtre Berkey. Ça va dépendre aussi de ce dont vous avez besoin, de l'exposition de là où vous êtes, parce que selon bah, les endroits, les localisations où vous vivez, il y aura d'autres choses qui vont être ajoutées à l'eau. Selon le traitement de l'eau locale aussi, il faudra prendre en compte cela et puis acheter un filtre adapté. L'idéal, ça reste une filtration sur tout le logement, donc à la racine même de la source d'eau. Comme ça, vous avez l'eau filtrée qui est à la fois filtrée dans la douche, dans tout ce qui est arrivée d'eau, etc. C'est plus intéressant. Mais Hmm. après, voilà, il y a différentes solutions pour différents budgets. Mais c'est clair que l'eau, c'est une exposition à plein de choses, que ce soit robinet ou bouteille, parce qu'en bouteille, on a les microplastiques qui sont problématiques, parce que ça, c'est véridique et c'est prouvé. L'eau en bouteille contient énormément de microplastiques qui vont être ingérés et que d'ailleurs, on a retrouvé également, malheureusement, dans les cordons ombilicaux Hmm. de bébés aux États-Unis, dans une étude qui a été faite. Et puis l'eau au robinet, on a forcément des choses qui vont être présentes parce que l'eau est traitée, donc il y a des produits chimiques qui vont être utilisés pour le traitement de l'eau. Et on va retrouver parfois aussi des traces de médicaments, on va retrouver parfois des bactéries, des virus, des choses un peu néfastes. Donc c'est clair qu'il y a... C'est une question qui est complexe, qui est pas simple, mais dans tous les cas, je pense que l'idéal reste l'eau du robinet filtrée, je pense, à mon sens. Ou alors l'eau en bouteille, en verre, mais du coup, c'est tout un budget qui est différent et un impact aussi environnemental qui est différent. Ouais, bien sûr. Et je trouve que le Berkey, c'est pas si cher. Moi, j'avais pris le Berkey Voyage et je me l'étais fait offert, tu vois, à Noël. Je pense que sincèrement, tu peux trouver je crois que c'est 300 euros, un truc comme ça. Tu vois, par rapport à toutes les bouteilles que tu achètes, par exemple, je pense que ça peut être faisable. Le Ah seconde oui, inversé, tout à c'est fait. plus cher, il me semble. Mais bon, Ouais. renseignez-vous en fonction de votre budget, effectivement. Et c'est Mais sur c'est le long intéressant. terme aussi, parce que dans le cas du Berkey, par exemple, les filtres, on les change quand même tous les 7 8 ans, quoi, tu vois. Mm. Les filtres en charbon, en tout cas, les filtres de base. Donc, c'est quand même hyper intéressant. Et quand tu calcules effectivement sur le long terme le coût par mois, c'est beaucoup plus intéressant que d'acheter de l'eau en bouteille. Après, Ouais, c'est juste que c'est un investissement de base qu'il faut faire et que ouais, parfois, les gens ont un peu de mal à faire parce qu'il faut sauter, voilà, faire le premier pas complètement. et tenter. T'as vite fait aborder les ondes électromagnétiques. Je voudrais savoir pourquoi elles peuvent être toxiques pour notre fertilité. Alors c'est vrai que des fois on a Alors, l'impression que les femmes exagèrent, enfin que certaines personnes exagèrent, mais peut-être pas tant que ça. Alors dis-nous un petit peu. oui, alors c'est intéressant parce que je m'étais penchée sur la question il y a quelques temps et j'avais regardé un peu les études scientifiques qui existaient sur le sujet. Alors, il y a, comme pour beaucoup de choses, hein, il y a peu d'études scientifiques, il y a peu de preuves scientifiques que c'est un problème. En tout cas, pour les femmes, il y en a peu. Pour les hommes, il en existe. Donc, il y a des études hein, qui ont été faites, quelques-unes, pas énormément, et qui ont montré que, par exemple, l'exposition aux ondes électromagnétiques pouvait avoir un effet néfaste sur le nombre de spermatozoïdes, sur leur motilité, sur leur morphologie, etc. Donc, il y a un impact qui est assez réel. Et pour les femmes, alors on a des études sur les animaux qui existent.
sur les animaux qui ont montré que l'exposition aux ondes pouvait, chez les animaux femelles, causer, ou en tout cas aggraver de l'endométriose, causer des lésions d'endométriose et affecter l'ovulation, le nombre de follicules dans les ovaires, etc. Donc il y a quand même un impact qui semble plutôt réel. Et donc je pense que moi, il faut voilà, appliquer le principe de précaution, même s'il n'y a pas voilà, d'études qui te dit les choses noir sur blanc, réduire son exposition aux ondes électromagnétiques autant que C'est- possible. Donc, c'est-à-dire, par exemple, est-ce Alors, qu'il y a des choses simples à faire? typiquement, éviter d'avoir son téléphone dans les poches, parce que ça, c'est quelque chose qui, clairement, que beaucoup de femmes font, que ce soit dans les poches ou dans des sacs proches, en fait, de la partie du bas-ventre, parce qu'on a une exposition qui va être assez proche. D'éviter de travailler avec son ordinateur portable sur les genoux, par exemple, ce que beaucoup de femmes font, hein, sur le canapé, typiquement, on se met sur le canapé, on se met l'ordinateur portable sur les genoux, et puis on travaille comme ça pendant quelques heures, alors que là, pour le coup, il y a une proximité qui est quand même assez importante. À la maison, par exemple, si on a une box Wi-Fi qui est proche de la chambre, qui est juste derrière le mur de la chambre, par exemple, de l'éloigner, voire même de l'éteindre pendant la nuit si c'est possible. Comme ça, on réduit l'exposition dans toute la maison, dans tout le logement. C'est intéressant. Voilà, il y a des expositions auxquelles on ne peut pas faire grand-chose parce que on est exposé même dans l'environnement extérieur, en fait, hein, dans la rue, voilà, on a des lignes à ultra haute tension qui vont Bien générer sûr. ce genre de choses. Mais il y a des choses à la maison qu'on peut faire, notamment aussi avec le micro-ondes. Donc, moi, à titre personnel, je n'en utilise pas. Alors, pour le micro-ondes, encore une fois, la science, hein, il y a de nombreux débats. Il Oui, y a c'est des experts sûr. qui disent que oui, c'est un problème, d'autres qui disent que non. Moi, encore une fois, je pars du principe de précaution. Je pense que c'est pas quelque chose qui est essentiel, qui est nécessaire et qu'on peut tout à fait Faire sans. voilà, arrêter d'utiliser et faire Ouais, sans, tout ouais. à fait. Voilà. Donc, je pense qu'il vaut mieux. Voilà. C'est un peu comme pour tout, hein. On n'aura jamais des réponses exactes pour tout ou une science exacte sur tout. Mais je pense que quand on peut réduire ces choses-là, on ne perd rien de le faire. Au moins, on met plus de chances de notre côté que les choses se passent bien et c'est toujours intéressant. Voilà. Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. En quoi est-il important d'avoir un équilibre acido-basique favorisant un pH adéquat pour les muqueuses génitales? Alors, très bonne question. Alors, au-delà de l'équilibre acido-basique, qui est un terme qui revient souvent un peu dans le milieu, en fait, là, ce dont on parle, c'est vraiment le pH de l'environnement du vagin. Donc, dans le vagin, on a un pH qui est situé à peu près entre 4 et 4,5. Enfin, ça dépend à peu près, mais c'est dans cette zone-là, donc légèrement acide, mais pas trop. Mhm. Et cet environnement-là est maintenu, en fait, en quelque sorte, par les bactéries qui vont être présentes dans le vagin. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est un scoop, mais on a des bactéries dans le vagin et c'est tout à fait normal. Comme on a des bactéries dans les intestins, en fait, on a un microbiote intestinal, on a un microbiote vaginal, on a un microbiote au niveau de la peau, on a un microbiote au niveau des muqueuses, en fait, du corps entier, d'accord? Ces bactéries-là, elles sont essentielles. Pourquoi? Parce qu'elles vont maintenir justement ce pH, s'assurer qu'il n'y ait pas d'infection, de mauvaises bactéries qui puissent proliférer, et s'assurer aussi que l'environnement soit favorable à une fertilité. Alors, ce pH, il peut changer déjà de plusieurs manières. Il va changer déjà au cours du cycle de la femme. Donc, on ne va pas avoir un pH qui va être le même tout au long du cycle. Pendant les règles, il peut augmenter un petit peu, être un peu plus autour de 6 ou 7, qui va être altéré aussi par l'alimentation, donc effectivement, mais aussi par tout un tas de choses comme l'hygiène intime, par exemple. Aujourd'hui, on a tendance alors, il y a plein de pubs à la télé pour plein de produits d'hygiène intime, etc. Sauf qu'on l'oublie, mais le vagin se nettoie tout seul, il n'y a pas besoin de le nettoyer, ni de l'intérieur ni de l'extérieur. De l'eau chaude, ça suffit. En général, ce n'est pas recommandé d'utiliser des savons ou de faire des douches vaginales, ce genre de choses, pour le nettoyer. En fait, il n'y a pas du tout besoin. Il y a un système d'auto-nettoyage avec justement la glaire, les sécrétions vaginales qui vont justement venir en fait réguler tout ça. Donc, Sacrée poissonnerie. non, mais voilà, c'est auto-nettoyant, c'est magique en fait. Il n'y a même pas Ouais, besoin c'est de le fou. nettoyer, c'est top. Ouais, Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a encore cette idée que il faut que ça sente le parfum, il faut que c'est ce ça. soit hyper propre. Enfin, voilà, il y a des produits parfumés, ça je Mais ne tu sais, je comprends pense que pas. c'est exactement ça. C'est pareil. Tu sais, avec les déodorants, bien sûr que c'est embêtant. On n'aime pas sentir un peu l'odeur de transpiration. Mais quand c'est pas une odeur très très forte, au final, moi, ça me dérange plus parce que je me dis, bah, c'est naturel en fait. Enfin, il faut aussi revenir à la base. Tu vois, c'est quand même une Ouais. société où maintenant, t'as plus droit à quoi que ce soit. Les odeurs, elles ne sont pas là pour rien en fait. Au bout d'un moment, C'est bien sûr. naturel. Ouais, exactement. Vas-y. Non, non, mais c'est ça. C'est Et du coup, naturel et tu te dis, bon, bah, c'est même mieux en fait, parce qu'en fait, ces odeurs-là corporelles, hein, on va le dire, ouais, elles sont même hyper utiles dans le cadre de la libido, dans le bien cadre sûr. justement de l'attirance en fait du partenaire, etc. Donc que ce soit en fait l'odeur au niveau du vagin et puis l'odeur au niveau en fait corporel. Alors bien sûr, hein, on n'est pas en train de dire, Bon, la laine, par contre, c'est pas trop excitant généralement. Hein. mais voilà. Je sais pas trop là. Là, ils se sont plantés l'univers. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais
Non, mais voilà, bien sûr, on reste hein, dans les limites. Mais par exemple, par rapport justement à l'odeur du vagin, qui est typiquement, il y a des femmes qui sont complexées, etc., parce qu'elles pensent que voilà, il faut que ça sente le parfum ou je ne sais quoi. Alors bien sûr, s'il y a des fortes odeurs, là, aller voir une gynécologue, il y a peut-être une mycose, une infection ou autre. Hein. On ne parle pas de mauvaises odeurs, mais chaque femme a sa propre odeur en fait intime qui va en fait favoriser justement une attirance du partenaire et qui est justement utile dans le cadre de la fertilité, puisqu'on parle de libido, on parle de fertilité. C'est des Donc, hormones, quoi. ouais, donc tout à fait. Et aujourd'hui, ouais, on est un peu dans cette aseptisation, on veut que tout soit nickel, que tout soit propre, On que s'emmerde, en fait, chaque hein. Oh là là. centimètre du corps humain sente le parfum, et le parfum en soi d'ailleurs, comme tu le disais juste avant, c'est un perturbateur endocrinien, hein, très souvent, c'est pas quelque chose de naturel. Donc voilà, donc l'équilibre du pH dans le vagin, c'est hyper important parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe si c'est trop acide? C'est que ça peut tuer les spermatozoïdes. En tout cas, ça peut entraver leur voyage vers l'utérus et vers les trompes, là où ils vont fertiliser l'ovule. Donc Ouais. effectivement, il faut faire attention. Et alors là, ce qu'on peut mettre en place pour favoriser justement un meilleur Ouais, microbiote vaginal, c'est que déjà, il y a un lien entre le microbiote vaginal et le microbiote intestinal. Donc parfait. ça, c'est C'était assez une de mes intéressant. questions, donc Ok, vas-y. Je suis bah toute voilà, oui. j'ai répondu. En fait, il y a une communication entre les deux. Donc en fait, on remarque que quand il y a une dysbiose intestinale, donc un déséquilibre des bactéries intestinales, il peut aussi y avoir une dysbiose vaginale. Et typiquement, ça va être le cas par exemple pour les femmes qui ont souvent des mycoses à répétition, qui n'arrivent pas à régler leurs problèmes de mycose. Elles utilisent des traitements, des crèmes, des ovules, et puis en fait, ça revient à chaque fois. Et là, vraiment, la clé, c'est de voir au niveau de la digestion, au niveau du microbiote intestinal, voir s'il y a des déséquilibres et travailler là-dessus pour que ça ait un effet favorable en fait cascade sur le vagin. Donc ça, c'est Hmm. la première chose. La deuxième, bien sûr, bah, d'éviter les toilettes intimes trop agressives, trop fréquentes, comme on en a parlé. La prise d'antibiotiques, donc que ce soit par voie vaginale pour les mycoses, etc., mais aussi par voie orale, en fait, pour les troubles digestifs ou pour les infections ou autres. Hein. Forcément, ça va avoir un impact, en fait, parce qu'à partir du moment où on va tuer, en fait, les bactéries, les bonnes bactéries présentes dans les intestins ou dans le vagin, on va favoriser justement l'apparition et la prolifération de mauvaises bactéries. Et c'est là qu'on va avoir des déséquilibres du pH et des déséquilibres type mycose et autres. Hmm. Donc voilà, les fluctuations hormonales aussi vont avoir un impact au niveau du vagin. Donc on sait que parfois, si on a un excès d'œstrogène ou qu'on a des déséquilibres hormonaux, des maladies d'ordre hormonal, on peut avoir effectivement aussi un effet en fait sur le pH qui est défavorable. Parce que voilà, donc voilà, il faut vraiment travailler. En fait, c'est pas forcément se concentrer sur qu'est-ce qui se passe dans le vagin, Hmm. mais vraiment voir de manière plus globale en fait ce qui se passe au niveau du corps et travailler là-dessus en Est-ce plus. que s'il y a un problème au niveau donc des muqueuses vaginales ou du microbiote digestif, est-ce qu'il peut y avoir aussi un problème au niveau du microbiote, j'imagine de la peau ou buccal, etc. Est-ce que tout est lié finalement ou c'est plutôt entre l'estomac et le vagin, enfin entre Alors, l'intestin et le vagin? la bouche, oui, ça va être connecté aux intestins, parce que donc oui, effectivement, il y a un lien entre les deux. Donc, on a un microbiote buccal qui peut avoir en fait un effet sur le microbiote intestinal. Donc, si on a des proliférations bactériennes au niveau des gencives, des déséquilibres au niveau des gencives, bah forcément, on avale la salive, on avale les aliments. Donc, c'est des choses qui peuvent traverser, qui peuvent voyager au niveau des intestins et du coup créer des proliférations bactériennes. Donc, là, il y a un lien Hmm. entre ces deux-là. Après, pour ce qui est du microbiote plutôt présent au niveau de la peau, il y a moins d'impact. Alors, on a un impact digestion, peau, mais par différents mécanismes Ouais. d'inflammation, etc. Mais après, là, les bactéries au niveau de la peau, c'est plus les soins qu'on va apporter, tout ce qui va être gommage en excès, savonner en excès, utiliser des savons agressifs. Donc, un peu comme pour le vagin, en fait, de vouloir trop nettoyer, de vouloir trop décaper, faire des peelings accès. Alors, oui, les peelings et les soins pour la peau, effectivement, il y a un effet immédiat qui est assez plaisant. On a la peau douce, on se sent bien. Mais en fait, sur le long terme, ça peut effectivement détruire un peu le microbiote sur la peau et Hmm. causer des problèmes plus tard de peau sèche, d'eczéma ou autre. Trop d'hygiène. Trop C'est d'hygiène. ça. Je pensais à ça, oui, par rapport aux aftes. Ça, aux aftes, souvent, c'est révélateur d'un problème de microbiote intestinal, non? C'est une petite aparté. Oui, ou buccal aussi. D'accord, Donc les ok. deux, ouais, après les aftes, alors ça peut être ça peut être aussi lié à l'immunité. Donc en général, il y a des personnes qui vont avoir un aft quand elles sont un peu stressées. Donc un peu comme les boutons de fièvre, ça peut parfois être un Ah, peu lié. Et puis parfois, ça peut aussi être lié à la consommation de certaines protéines ou de certains aliments comme les fromages ou les oléagineux qui sont ah oui. riches en arginine et qui vont parfois favoriser Ils des sont aftes. riches en quoi? J'ai pas entendu. En arginine. Arginine, oui, oui, c'est vrai. Ok. Donc c'est plus lié à ça, mais effectivement, quelqu'un qui a des aftes très récurrents. Alors, je pense que c'est aussi un peu lié à l'immunité, parce que moi, par exemple, en début de grossesse, j'ai eu des aftes, en fait, je crois les 2 premières semaines, j'ai commencé à avoir plusieurs aftes, et je me suis dit, mais c'est bizarre, quoi, Hmm.
comprends pas pourquoi, tu vois. Donc je pense qu'il y a, ouais, il y a quand même un lien avec l'immunité. Donc c'est ça. Ouais, Et peut-être on sait que le microbiote a un lien avec l'immunité également, tu vois. Donc bien c'est tout sûr. est lié en fait, comme toujours. Donc Toujours, exactement. Est-ce qu'il faut faire une détox avant d'essayer de concevoir? alors, grande question. Alors je sais que le terme détox est un peu à la mode et qu'on a tendance à l'utiliser à tout va. C'est sûr. Alors quand on parle de détox, en fait, on parle de toxines, d'accord, de toxines qui sont délétères en fait pour l'organisme. Ces toxines-là, elles peuvent avoir une origine endogène, donc elles peuvent être produites même par le corps, par le métabolisme, etc. Ou alors elles peuvent être exogènes, donc amenées par l'extérieur via l'alimentation, via l'exposition aux perturbateurs endocriniens, ce genre de choses-là. Donc effectivement, le corps naturellement va prendre en charge ces toxines internes ou externes, les éliminer, les désactiver, les éliminer via les selles, via l'urine, etc. Donc il y a ce processus de détoxification qui se fait naturellement, quoi qu'on fasse, Heureusement. 24 heures sur 24. Voilà, Ouais. heureusement, parce que sinon on serait mort, hein, Oui, voilà, exactement. on serait plus de ce monde. Mais il y a des gens qui effectivement ont besoin d'un peu plus d'aide parce que ils sont très exposés ou alors parce qu'ils ont une alimentation qui ne leur apporte pas les nutriments, les ressources nécessaires pour pouvoir gérer ces toxines, parce qu'il y a des pathologies, parce qu'il y a des problèmes liés par exemple à la constipation qui fait que du coup on n'a pas une élimination au niveau des intestins qui va se faire naturellement. Donc voilà, il y a plein de raisons comme ça. Alors moi je ne conseille pas de faire une détox dans le cadre d'un essai bébé, d'un essai de grossesse actif, parce que en fait, on ne veut pas solliciter les toxines qui sont stockées dans l'organisme et les éliminer au moment où on pourrait potentiellement tomber enceinte dans les jours, dans les semaines qui suivent. Donc pour les personnes qui sont en essai actif, qui essaient vraiment à chaque cycle de tomber enceinte, moi ce que je recommande, c'est vraiment de travailler plus sur l'exposition aux toxines, donc de réduire ça, parce que ça, on peut le faire peu importe où on en est, à quel stade, même de la grossesse ou autre, c'est quelque chose qui est un peu universel. Donc de faire une petite évaluation des toxines présentes dans notre environnement et d'éliminer cette exposition-là, c'est intéressant. Ce qu'on peut faire également, c'est de soutenir son corps, tout simplement, avec une bonne alimentation. Le foie, en fait, qui va être en charge de désactiver ces toxines, a besoin de beaucoup de ressources, de beaucoup de vitamines, de minéraux, de protéines. Donc déjà, d'avoir une bonne alimentation de base riche en nutriments, ça va être essentiel pour pouvoir soutenir le foie au mieux. Et puis après, on peut travailler sur certaines choses, comme par exemple, s'il y a une constipation qui est présente, c'est souvent un élément qui est assez très très fréquent. Il y a beaucoup de personnes qui sont constipées sans même savoir qu'elles le sont parce qu'elles pensent que aller à la selle une fois enfin, un jour sur deux, c'est tout à fait suffisant alors que ça ne l'est pas. Moi, je recommande toujours d'y aller 2 à 3 fois par jour pour une bonne élimination en fait optimale des selles, des déchets, des toxines, etc. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut venir travailler également, peu importe où on en est dans le processus de conception ou de grossesse. Après, pour celles qui sont prêtes à se préparer un petit peu, euh, un petit peu en amont, ça on n'en a pas encore parlé, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais moi je recommande toujours aux couples, ou en tout cas surtout aux femmes, mais aux hommes également, de se préparer en fait à la conception plusieurs mois auparavant, parce qu'en fait en général on dit qu'il faut environ 3 mois pour qu'un ovule en fait puisse maturer, donc qu'un follicule puisse être maturé en ovule et pour aussi la production de spermatozoïdes, donc la spermatogénèse prend 3 mois environ, donc 3 mois c'est vraiment le minimum en fait qu'il faut pour moi, pour qu'on puisse travailler sur ces choses-là de manière un peu plus en profondeur et préparer l'organisme à la conception et à la grossesse. Mais encore avant, s'il y a des vrais problèmes, des vraies problématiques de santé, des problèmes chroniques, parfois ça peut être 6 mois, voire un an avant. Et Ouais. l'intérêt, c'est de pouvoir vraiment travailler en profondeur, de voir ce qu'il y a, s'il y a des problèmes voilà, hormonaux, inflammatoires, de toxines. Et là, on peut faire des protocoles plus poussés. Mais Mm. vraiment, de pas, ce que je déconseille fortement, c'est tout ce qui va être cure détox, des thés détox, des jus détox, même quand on essaie de tomber enceinte, parce que c'est pas du tout la chose à faire. Bah oui, ça Euh, me semble logique pour le coup. C'est tu le fais avant si tu veux préparer le terrain mais que t'es ouais. pas en train d'essayer. En fait, concrètement, en général, ce qu'on dit, si je peux donner un conseil, c'est que quand on est en essai actif, il faut considérer presque qu'on est déjà enceinte, dans le sens où ce qu'on va mettre en place comme protocole et comme complément alimentaire, etc., ce sont des choses qui doivent être safe en fait pendant la grossesse, parce que potentiellement, en général, il faut au moins une semaine, voire en général plutôt 2 semaines pour savoir qu'on est enceinte. Donc il y a 1 ou 2 semaines où on peut faire des dégâts plus qu'autre chose. Donc Mm. vraiment de ne pas faire les choses voilà, de faire attention à ce qu'on fait et de se faire accompagner, ça reste toujours l'idéal. Ouais. La suite la semaine prochaine. Bye bye.